Bonsoir à tous, bienvenue dans votre JTM en direct sur KTV. Nous sommes le mercredi 3 avril. À la une de cette édition, les maires s'expriment suite à la rupture du contrat d'affermage liant le Siam au groupe Vinci. Ce matin, nous recevions la maire de Chirongui. Roukia Ladji est revenue sur cette décision du président Bavi. Selon elle, la délibération du 25 janvier n'est pas légale. Quant à cette décision, elle est jugée irraisonnable et risque de coûter cher aux municipalités, mais également à la population mahoraise. Au montage, Leslie Vimenet. Roukia Ladji a été la première à réagir suite à l'annonce d'une rupture du contrat d'affermage liant le Siam au groupe Vinci. Si elle refuse de prendre parti, selon elle, cette décision est trop précipitée. Par ailleurs, concernant la délibération du 25 janvier dernier permettant de rompre la DSP, Roukia Ladji considère qu'elle ne s'est pas déroulée dans les règles. J'ai porté cette affaire auprès du juge de référé. Nous laisserons la justice faire son travail et nous dira si ce point est effectivement régulier ou pas. Ça, c'est un point. Je reviens aussi de ma volonté et la volonté des autres maires, je parle des 16 autres maires qui restent. Une volonté déterminée d'assurer à la population un service public d'eau de qualité. Et moins cher. Et un prix maîtrisé. J'ai écrit dans ce sens un courrier le 1er avril 2019, c'est-à-dire lundi, de cette volonté. Et que nous portions le débat ailleurs. Roukia Ladji s'inquiète des conséquences financières d'une telle décision. Selon elle, le Siam est déficitaire à hauteur de 20 millions d'euros. Si l'on y ajoute les 20 millions d'euros de dette et les 30 millions d'euros que pourrait coûter cette rupture de contrat, ce sont 70 millions d'euros que l'institution va devoir combler. De son côté, l'ancien président du conseil départemental, Ahmed Atoumani Douchina, n'est pas contre la démarche si cette dernière ne se répercute pas sur la population. Il faut faire attention, parce que quand on rompt une DSP, un contrat, cela ne se fait pas facilement. Ouais. Des fois, ça peut vous coûter plus cher. Et là, je n'ai pas suffisamment d'éléments, je le dis, pour pouvoir dire que là, Bavi, vas-y à 100%, je n'ai pas assez d'éléments. Je le pousserai, je crois que je ferai une grosse bêtise parce que je n'ai pas ces éléments-là. Ouais, lui, peut-être qu'il a les éléments qui lui disent que ça reviendra toujours moins cher à la population. Mais si, d'aventure, ce divorce devait revenir très cher à la population, là je ne suis pas d'accord. Et pour l'instant, encore une fois, je précise, je suis tout à fait d'accord sur les intentions, sur le slogan, sur le partage des bénéfices, oui, mais que je n'apprenne pas par la suite que finalement ce divorce-là va revenir beaucoup plus cher à la population. Depuis quelques jours, se soutenant, le président du Siam s'en prennent aux maires des 17 communes de l'île. Certains les accusent de recevoir des financements du groupe Vinci en vue de la campagne municipale de 2020. Ici, en 2017, j'écrivais déjà à la SMAE pour lui demander des explications sur la qualité de l'eau. Oui. Donc pour moi, je ne suis pas là ni pour la SMAE ni pour le syndicat. C'est la qualité, la quantité et bien sûr le prix. La même chose en 2018, septembre 2018, un nouveau courrier à la SMAE pour lui demander la qualité de l'eau. Manifestement, vous attendiez à cette question, parce que vous avez tous les éléments. Mais moi, c'est pour dire, c'est important. On ne peut pas venir aujourd'hui, d'accord, inculper les maires parce qu'ils demandent à ce que la population ne paye pas cher. Et là, c'est ferme, et l'ensemble des maires ne payent pas cher l'eau. Et de venir les dire, et non, vous voulez payer vos comptes de campagne. Si c'est ça, payer les comptes de campagne, eh bien oui. Je ne veux pas que la population se voie du jour au lendemain le prix de l'eau multiplié par 10, par 20, par nos défaillances ou la défaillance d'un délégataire. Non. Le président du Siam a assuré que l'effet de cette résiliation est différé au 1er janvier 2020. D'ici cette date, la possibilité de trouver un terrain d'entente semble toujours possible. Et Ahmed Atoumani Douchina est également revenu sur les problèmes de santé qui touchent le président du conseil départemental. Lui qui connaît bien cette fonction a tenu à rassurer sur la continuité de service qui fait foi en pareille situation. Quant au comportement des membres de l'opposition, selon lui, les conseillers départementaux sauront faire la part des choses à l'heure de se pencher sur le futur budget du département. Écoutons sa réaction lors de la matinale de Kwesi. Vous avez tous remarqué que depuis un certain temps, il y a eu beaucoup de
de lâcher de l'Est, je veux dire, de la part de la majorité par rapport à ce qu'on peut appeler l'opposition. On a toujours, depuis le début même, nous avons annoncé notre intention de travailler. On a tendu la perche pour pouvoir travailler parce que pour nous, la départementalisation était très importante à construire. Bon, elle est acquise, mais elle reste à construire. Donc, personne ne cherche vraiment à faire un travail de déstabilisation. Et encore une fois, je ne pense pas que quelqu'un puisse chercher à embêter. C'est sûr que là, nous allons voter, oui, ce que j'allais dire, nous allons aborder le vote du budget. Le vote du budget, c'est un vote un peu spécial. C'est là où il y a l'orientation, et je ne crois pas que cela empêche qui que ce soit, y compris les gens de la majorité, qui peuvent, à un moment donné, même au dernier moment, s'apercevoir qu'il y a un déséquilibre quelque part, qu'il y a des choses qui n'ont pas été prises en compte par rapport à lui-même. Donc, ils peuvent toujours réagir. Et la matinée a été très agitée du côté de la place de la République. Ce matin, les commerçants du marché ont décidé d'exprimer leur ras-le-bol. Entre les travaux et les vendeurs à la sauvette, depuis plusieurs semaines, les recettes sont au plus bas. Ils ont donc décidé d'exposer leurs marchandises sur le parvis du comité, et ce, jusqu'à nouvel ordre. Ils reprochent aux autorités de ne pas éradiquer une concurrence déloyale qui ne date pas d'hier. Un sujet signé Jaïdi Maoulida et Leslie Vimenet. La colère, c'est le sentiment que l'on retrouve chez les vendeuses du marché couvert de Mamoudzou. Les commerçants ont choisi d'exposer leurs articles sur le parvis du comité de tourisme pour en finir avec la concurrence illégale. karsina ruhusa yo ngia mrapo mantoka itiberi ya jiri tule nyumba yo de wanyatu wanzuani wale na wangasija na mafurike de waruhusu wa shawauze barazani yo de shtuer zidia ban leo tale urongo ambari na hata bursula bonze beri lemewa waskari uzuta enero monde babu. Une concurrence déloyale qui pèse sur le budget des commerçants. Depuis le début des travaux aux abords de la barge, nombreux d'entre eux peinent à joindre les deux bouts. Depuis les travaux qui sont commencés, il n'y a personne qui rentre au marché. Il y a au moins dans les 200 personnes qui restent là pour vendre sur la terrasse là, du marché. 200 personnes, de 6h jusqu'à 16h. Ce mois-ci, j'ai 300 €. Je peux te montrer, j'ai un cahier, je note tout, j'ai 300 € que j'ai gagné. J'ai beaucoup de choses, j'ai le loyer à payer, j'ai beaucoup de taxes, j'ai beaucoup de choses à payer. Bon, c'est pas normal. Il faut l'État qui prend sa responsabilité. Si les policiers nationaux et municipaux ont mené une opération ce matin contre les vendeurs à la sauvette, ces derniers ne se découragent pas. Les commerçants ont donc décidé d'aller jusqu'au bout pour obtenir gain de cause. Wala karisula wavanu. Se paka serikali asuparadala aribe. Nane kakariba wasikarisula wavanu. Vandra sikari siki. Mana vanu risiki wasuwa maore, wasibanu wasira kuwana kondru ya maore. Vanu deltia barisuwa na ibazari ripare, wajau, riuzetu zatu pare faida. Mana vanu mazari leme okamba. Sungiada goni vanu. Rilale shtanda rilale tupani Bon, on va continuer tous les jours, on est là. On attend, la mairie vient, la préfecture vient, on va négocier. Si c'est bon, ben on va rentrer. Les commerçants du marché couvert espèrent que les autorités vont trouver rapidement une solution pérenne. Sans quoi, ils se disent prêts à passer de longues semaines sur ce parvis du comité. Je me tourne maintenant vers l'invité de la rédaction. Ce soir, nous accueillons Bouanali Yacine, directeur de la Croix-Rouge, délégation Mayotte. Yacine, bonsoir. Bonsoir. Nous allons évoquer cet envoi de matériel au Mozambique. Mozambique, pays qui a été ravagé par le cyclone Idai. La Croix-Rouge a envoyé des tonnes de matériel, dont une partie provient de Mayotte. Combien de tonnes sont parties du département ? Alors effectivement, depuis que la Mozambique a été touchée par le cyclone Aïda, donc la Croix-Rouge française a répondu à travers ces différents dispositifs et ces différentes organisations de la Croix-Rouge. Notamment, on a la cellule Croix-Rouge, la Société nationale de la Croix-Rouge française, mais derrière aussi on a la Croix-Rouge de Mozambique, on a la Fédération internationale du mouvement Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et le Comité international du mouvement Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
concernant la Croix-Rouge française, donc on a été mobilisé à travers notre plateforme d'intervention régionale de l'océan Indien, qui est présent à La Réunion, notamment à Mayotte. Donc on a mobilisé un hangar de La Réunion, mais aussi l'entrepôt de Mayotte. Pour Mayotte, on a envoyé 25 tonnes de matériel d'aide humanitaire. Après, La Réunion, dans l'ensemble, ça nous fait à peu près 100 tonnes de matériel d'aide humanitaire. Combien vous pouvez stocker à Mayotte de tonnes? Alors, tout dépend des matériels qu'on a. Là, actuellement, dans l'entrepôt, on a 2 unités de traitement d'eau, on a des kits de cuisine, des bâches. Pour répondre approximativement, on touche à peu près dans les 80 tonnes. Alors, comment ça se passe dans ces cas-là, quand il y a 20 tonnes qui partent? Vous êtes tout de suite réapprovisionné? Ça met un peu de temps? Comment ça s'organise? Alors, ça met un peu plus de temps, entre 2 et 3 mois, parce qu'il faut savoir que les matériels qui sont prépositionnés dans les entrepôts sont des matériels qui sont sous douane et on les mobilise qu'en situation d'urgence et que derrière, avant de les faire sortir, il y a quand même un financeur. Donc, le temps on peut quand même les sortir parce qu'on est en situation d'urgence, mais après, on cherche quand même à avoir un financeur derrière pour pouvoir réapprovisionner ces matériels-là. Les matériels ne sont pas achetés à Mayotte directement, mais on essaie de les trouver au niveau national ou bien à l'international. Ce sont les dons qui vous permettent justement d'acquérir ce matériel? Ou ce sont des financeurs qui sont complètement extérieurs? Comment ça se passe? Alors, dans les situations d'urgence, tous les dons sont consacrés directement à la réponse à l'urgence en elle-même. Nous, après, les matériels, on va plutôt se retourner vers des financeurs, que ce soit l'État ou des sociétés, pour pouvoir notamment réapprovisionner ces entrepôts. Et acheter directement, vous, le matériel, qui est du matériel très précis dans le cas du Mozambique, à savoir notamment effectivement des bâches, de l'eau. C'est vous qui achetez? Vous préférez les dons en argent? Alors, il y a 2 choses. C'est que dans les situations d'urgence, effectivement, il est primordial par rapport à la politique qui est mise en place, donc on préfère beaucoup plus les dons numéraires, notamment les dons en argent, parce que ça nous permet de pouvoir subvenir aux besoins de la population directement, parce que chaque situation de crise est différente et sans pour autant dire que les dons nature ne sont pas les bons à venir, mais quand même, on privilégie quand même les dons numéraires pour pouvoir effectivement, comme je disais tout à l'heure, s'adapter en fonction des différentes, dispositifs, en fonction des différentes contraintes qu'on aura sur le terrain. Justement, comment ça se passe? Le matériel est arrivé au Mozambique? Alors, le matériel qui a été déployé à Mayotte, depuis Mayotte, parce qu'on a eu deux déploiements. Donc, on a eu le passage de la marine, notamment du bateau tonnerre de la marine nationale. Ce matériel-là est déjà arrivé sur Mozambique et a été déjà distribué. Le week-end passé, dimanche, on a rechargé un conteneur de 20 pieds, notamment avec des kits de cuisine. Donc, qui a quitté le port de Mayotte lundi. On espère que ça va arriver avant la fin de la semaine. Je pense notamment demain. Il est prévu que le conteneur arrive à Mozambique demain et que la distribution se fera avec notamment nos confrères du Croissant-Rouge, de la Croix-Rouge Mozambique. Comment ça se passe sur place? Parce qu'il y a des zones qui sont complètement sinistrées et on ne peut plus avoir accès. C'est compliqué d'acheminer le matériel. Comment ça se passe actuellement sur place? Alors effectivement, dans le cas sur le terrain, et effectivement la population, les différentes organisations qui sont présentes, on s'adapte aux moyens de bord, notamment pour l'acheminement et pour pouvoir véhiculer l'ensemble des matériels jusqu'auprès des populations, mais effectivement c'est pas évident. Il faut s'adapter sur des conditions, notamment avec les routes qui sont coupées, des rivières qui débordent. Donc, mais on arrive quand même à trouver des solutions de pouvoir ravitailler, de pouvoir venir en aide de la population, notamment avec l'aide de l'armée, que ce soit par hélicoptère ou par d'autres moyens. Quel retour vous avez de la situation sur place? Ça a l'air vraiment alarmant. On parle de certaines villes comme la ville portuaire de Beira qui est détruite à 90%. Quel est le retour que vous avez sur place? Alors, par rapport au point de situation qu'on a fait le 1er avril, donc actuellement, au 1er avril, je dirais, il y avait plus de 118
personnes décédées. On a eu plus de 141 000 personnes qui sont déplacées dans 161 sites. Il y a encore plusieurs familles qui sont séparées, 1,5 million de personnes qui sont affectées. Actuellement, il n'y a pas que la Croix-Rouge, il faut savoir aussi qu'il n'y a pas que la Croix-Rouge qui est sur le site. On a d'autres ONG qui sont sur place, notamment, pour ne citer quelques-uns, Oxfam, Médecins sans frontières, le Sol. Concernant Beira, l'électricité s'établit petit à petit. On a encore des augmentations, il y a l'augmentation du prix de carburant. Bon, voilà. Franchement, la situation s'adapte au mieux. Mais quand même, c'est très compliqué. Voilà, c'est très compliqué pour que la population puisse retrouver une vie sereine assez vite. Là actuellement, donc, on travaille beaucoup plus sur le poste urgence, notamment qui consiste à mettre à l'abri la population et endiguer les épidémies telles que le paludisme, le choléra. Au 1er avril, on a eu plus de 1052 cas de choléra qui ont été recensés. Donc vraiment, je dirais bravo à toutes les organisations qui sont mobilisées pour Mozambique. Après aussi, Mayotte se mobilise actuellement aussi. On est en train de travailler en partenariat avec la compagnie Istanbul pour organiser un événement pour pouvoir notamment récolter des fonds numéraires et envoyer aussi pour pouvoir aider la population. Vous en avez un petit peu parlé, mais c'est vrai que comment on priorise dans ces cas-là? Comment la Croix-Rouge travaille sur place? Quelles sont les priorités? Vous installez des tentes pour mettre les personnes à l'abri. Avec Médecins sans frontières, j'imagine qu'il y a un travail qui est fait sur effectivement cette notion d'épidémie pour éviter que la population soit frappée par des maladies comme le choléra qui, dans ces cas-là, effectivement, se développe très rapidement. Quelles sont les priorités de la Croix-Rouge? Alors, les priorités, je dirais, il y a tout est priorité en situation de crise, mais pour ne pas dire que quelque chose est plus priorité que l'autre, voilà, je dirais que tout est priorité, mais on va vraiment voir l'essentiel de pouvoir. L'idée, c'est de pouvoir éviter d'avoir un surnombre de morts, un surnombre de décès. Donc, la priorité, ça serait éventuellement de pouvoir donner de l'eau à la population, de pouvoir donner de la nourriture à la population, mais aussi c'est de pouvoir protéger la population contre les épidémies, comme on a dit tout à l'heure. Donc, toute la partie santé aussi est prioritaire, la partie assainissement est prioritaire, la partie qualité de l'eau, tous ces éléments-là sont tous prioritaires. Après, dans la partie post-urgence, on a aussi la partie le lien, la partie de lien de rétablissement des liens familiaux, parce qu'on a des familles qui se sont séparées. Oui, c'est ça, il y a des familles qui sont complètement séparées aujourd'hui. Du coup, on gère ça aussi. Là, actuellement, on a plus de 235 personnes qui sont déjà enregistrées, qui cherchent des membres de famille, notamment qui sont séparés par rapport au passage de ce cyclone. Un dernier mot, quelle est la suite? Il va y avoir d'autres envois, vous allez peut-être aller sur place, envoyer des équipes depuis Mayotte? Alors malheureusement, pour l'instant, on n'est pas encore là-dessous pour pouvoir envoyer des équipes depuis Mayotte. Donc on travaille beaucoup avec nos équipes, voilà, nos équipes de la Croix-Rouge qui sont sur le site. Puis on a besoin de vous aussi. Effectivement. Donc on suit l'évolution de l'évolution de la situation, de l'évolution du crise sur Mozambique notamment, et on y sera sur place jusqu'à ce qu'une grande partie, ou je dirais quasiment la totalité de la population puisse être mise à l'abri. En fait, ça c'est la démarche Croix-Rouge sur n'importe quelle zone où la Croix-Rouge française ou la Fédération internationale de la Croix-Rouge française intervient en cas de catastrophe naturelle. Donc la même réponse qu'on porte à Mozambique, ça va être la même réponse que la Croix-Rouge portera un de ces jours à Mayotte, si jamais Mayotte est touchée par une crise similaire. Merci beaucoup, Bonali Yacine. Je rappelle que vous êtes directeur de la Fédération Mayotte, de la délégation Mayotte de la Croix-Rouge française. Merci beaucoup. Tout le plaisir a été pour moi. La diplomatie française qui sort de son mutisme, des chercheurs de retour à Mayotte ou encore EDM qui lance une démarche d'open data. Voilà ce qu'il faut retenir du reste de l'actualité locale. Place aux brèves de ce mercredi 3 avril.
Du 3 au 10 avril, Mayotte va accueillir Andrea Di Muro, chercheur de l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise, et Lucia Gurioli, physicienne, membre de l'équipe de la volcanologie du laboratoire Magma et Volcan de Clermont-Ferrand. Ils vont poursuivre leur mission scientifique initiée en décembre 2018 à Mayotte. Leurs études consistent dans le suivi de la composition et de la température des émissions gazeuses de petites terres, notamment dans le secteur de la plage de l'aéroport et de la Vigie. L'objectif est d'identifier les sources de ces fluides et de détecter tout changement potentiel, notamment en relation avec l'activité sismique en cours. Leur mission vise par ailleurs à la reconstruction de l'activité éruptive et de sa variabilité spatiale et temporelle, une manière de consolider les connaissances sur l'histoire tectonique et volcanique de Mayotte et de mettre en évidence les structures tectoniques de l'île au moyen de datation de roches magmatiques ou encore d'analyse de la composition des gaz du sol. L'EDM souhaite permettre à toute la population de mieux comprendre le fonctionnement du système électrique de Mayotte. Selon la société, cette initiative, qui s'inscrit dans le domaine de l'open innovation, démarre avec la publication d'une dizaine de jeux de données répartis dans 4 grandes thématiques: la production d'électricité, avec la courbe de charge de la production par filière, le registre des installations de production et de stockage, le réseau électrique, avec l'architecture des lignes et les postes électriques, la consommation d'électricité fournie annuellement et par commune, et enfin l'impact environnemental des activités avec le bilan des émissions CO2 des centrales. La démarche d'Open vise à partager des données numériques dont l'accès et l'usage sont laissés libres aux utilisateurs. Le lancement de cette plateforme répond à la loi Le Maire, dont le but est de favoriser une politique d'ouverture des données et des connaissances pour la transparence et l'innovation. Lundi, une délégation comorienne dirigée par Swali Mohamed Swali a été reçue au Quai d'Orsay. Souef Mohamed El Amin, le ministre des Affaires étrangères comorien de passage à Paris, a eu des contacts avec les autorités françaises et déjeuné dans un restaurant en présence du député Mansour Kamardine. Les discussions pour la signature d'un accord cadre se poursuivent. Concernant les élections, le Quai d'Orsay est sorti de son mutisme et lance les mots suivants, je cite: « La France est attentive à la situation qui prévaut aux Comores depuis les scrutins du 24 mars. Elle déplore les violences et les tensions qui ont été constatées le jour du scrutin et les jours suivant la proclamation des résultats provisoires par la Commission électorale nationale indépendante. La France, comme le président de la Commission de l'Union africaine, invite les autorités comoriennes ainsi que l'ensemble des autres acteurs politiques à faire preuve de la plus grande retenue et à régler leurs différends par un dialogue inclusif. » En clair, la diplomatie française refuse de se mouiller et se range derrière la décision de la Cour suprême. Hier, cette dernière a validé le suffrage tant contesté au sein du pays voisin. On termine cette édition avec la filière de la vanille à Mayotte. Ce matin, l'association Saveurs et Senteurs, en partenariat avec le lycée agricole de Coconi, a contractualisé son premier producteur de vanille. Ce projet de structuration de la filière, soutenu par le fonds européen FEADER, va permettre de pérenniser les revenus des agriculteurs et de garantir un contrôle qualité et une traçabilité irréprochable de la vanille mahoraise. Leur but, acheter de la vanille verte aux producteurs locaux pour s'occuper eux-mêmes de la transformation. Un sujet signé Paul Arthur Avit. La filière de la production de vanille se structure progressivement à Mayotte. Ce matin, la SSM, l'Association des senteurs et saveurs de Mayotte et le lycée agricole de Coconi ont signé un premier contrat avec un producteur local. Les objectifs de cet accord sont multiples. En premier lieu, pouvoir assurer une traçabilité et améliorer la qualité de la vanille mahoraise. Dans un second temps, pouvoir sécuriser les revenus et valoriser le travail des agriculteurs. Le contrat, ça permet en fait de sécuriser les producteurs. Avant tout, ils savent à quel prix ils vont nous vendre leur production. Donc ça leur fait un prix garanti. Et dans ce contrat, donc, il est stipulé qu'on va les payer immédiatement à la livraison. Donc pour eux, c'est vraiment un moyen de sécuriser leur production. Pour nous, de sécuriser l'approvisionnement. On sait aussi combien on va transformer donc, cette année grâce à ce contrat. Et donc dedans, on a bien expliqué les différentes catégories de gousses et le prix qui va avec chaque catégorie. Ces actions sont réalisées en collaboration et avec l'appui de la CAPAM et le Conservatoire national botanique des Mascarins. La SSM et le lycée agricole ont pour but d'acheter la vanille verte aux agriculteurs, de la transformer eux-mêmes et d'en réaliser la vente par la suite. Ils sont financés à 90% par le fonds européen FEADER qui va leur permettre d'acheter le matériel pour transformer la vanille.
L'intérêt est mutuel puisque ce sont des producteurs qui ne transforment pas leur vanille, qui ont eu des soucis par le passé en vendant leur production de vanille verte mais qui n'ont pas été payés, donc qui ont perdu confiance aussi. Et donc on essaye justement avec le contrat de restaurer la confiance, de dire bon voilà, nous on s'engage, on a un prix, on ne sait pas encore si la vanille on va la vendre, mais on s'engage à vous payer la vanille à tel prix, au minimum 30 € le kilo, et à payer immédiatement. Un revenu nettement supérieur à celui auquel les agriculteurs vendent normalement leur vanille aux particuliers. Assouman Saïdi Amahadi va donc vendre à l'association 100% de sa récolte, ce qui va lui permettre d'éviter la vente au détail et donc un gain de temps conséquent. Vous pourrez retrouver l'association sur sa page Facebook. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Pour ma part, je vous donne rendez-vous lundi pour une nouvelle page d'actualité locale. Excellente soirée sur Kwezi.